Assister aux vidéos de discussion, souvent tumultueuses, opposées ou engagées. Décentraliser le pouvoir. Voilà, on va démocratiser l'accès aux soins. Donc, on va venir avec, comment on appelle ça, une couverture maladie universelle. Bon, voilà, si vous nous donnez le pouvoir, on va vous le rendre, voilà, à travers, etc., etc., etc. Donc, vous voyez, il y a la vision qu'on a de la Côte d'Ivoire, qu'on résume en général à travers une phrase ou à travers un slogan, la refondation. On va refonder la Côte d'Ivoire. Donc, tous les projets ou tous les programmes qui viennent en dessous concourent eux tous à la vision de refondation là. Je prends un deuxième exemple. Vous voyez, quand Alassane Ouattara, le premier ministre très technocratique qu'on a connu là, quand il s'en va au FMI, enfin quand il retourne au FMI, et puis il revient maintenant pour se lancer en politique, il vient avec une vision. Il regarde la Côte d'Ivoire et puis il dit, la Côte d'Ivoire là a un grand besoin, c'est quoi? Vivre ensemble. Et il lance sa vision. Les Ivoiriens ont besoin de construire une nation où il fait bon vivre ensemble. Et puis à partir de là, à partir de cette vision-là, il décline un programme. Mais tout ce qu'il fait là, ça concourt à cette vision-là. Ah, il faut plus que les gens soient discriminés relativement à leur appartenance ethnique, etc., etc. Bref, tout ce qu'il met en place concourt à sa vision. De sorte que même de façon matérielle, dans les chantiers qu'il met en œuvre, vous voyez, il privilégie les routes, il privilégie les ponts. Mais c'est pas parce qu'il est ingénieur BTP, c'est pas parce qu'il aime faire les routes ou bien faire les ponts, non. C'est parce qu'il a la vision de vivre ensemble. Donc, le pont et la route deviennent des éléments matériels qui permettent de réaliser sa vision de vivre ensemble, puisqu'il ne veut pas avoir des parties cloisonnées ou des parties inaccessibles du pays. Malheureusement, vous voyez, à partir de ces deux exemples, pareil pour le PDCI, hein, quand Bédier vient et puis il lance le progrès pour tous et le bonheur pour l'éléphant d'Afrique, voilà, ou quelque chose comme ça. Bon, il y a un peu longtemps, donc je me rappelle plus trop, mais les deux plus récents, le FPI à travers la refondation et le RDR, je vais dire ça comme ça, à travers le vivre ensemble, vous voyez, il dégage d'abord des visions. Et ces leaders-là, justement, incarnent ces visions. Or, malheureusement, les nouveaux politiciens qu'on a maintenant, là, ils veulent faire des additions de mesures technocratiques. Excusez-moi, ça, c'est pas ça un président de la République. C'est pas ça j'allais dire un leader charismatique. Vous voyez, un leader charismatique, il impulse d'abord une vision. Après, la vision se traduit dans des faits précis. De sorte que quand vous allez prendre un leader qui est collé à sa vision, il est très cohérent dans ses programmes. Il ne s'égare pas, il ne va pas partout. Vous comprenez, non? Il ne va pas aller dans tous les sens. Voilà. Malheureusement, nos politiciens de maintenant pensent qu'en additionnant des mesures, j'allais dire même des mesurettes technocratiques, ils pensent que bon, en ajustant ça, ça va leur permettre de créer une vision. Non, c'est faux. Il faut d'abord définir où tu veux envoyer la Côte d'Ivoire. Et puis après, de façon naturelle, les mesures là vont s'articuler à ta vision. Donc, c'est ce que je ne perçois pas chez Assalé. Je ne perçois pas de vision. De sorte que c'est normal qu'il s'embrouille après dans ses mesures. Voilà, il s'embrouille dans ses mesures. Il dit par exemple quelque chose qui est une grosse connerie. Non, il faut sortir l'énergie de l'idéologie. Mais c'est faux. C'est faux. Pourquoi Houphouët-Boigny oriente la Côte d'Ivoire comme une puissance énergétique? Mais parce qu'il a une vision politique. Sa vision politique, c'est quoi? C'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit d'abord une puissance énergétique, elle-même, mais en plus,
que la Côte d'Ivoire, pour marquer sa position, j'allais dire dominante dans son aire géographique, puisse fournir de l'énergie aux autres. De sorte que la Côte d'Ivoire puisse imprimer son programme, son leadership. Parce que notre leadership là, c'est pas seulement d'accueillir les autres, mais c'est aussi de marquer de façon physique notre présence. Qu'est-ce qu'il y a de plus marquant que de fournir de l'énergie à l'autre? Tu marques définitivement ton programme. Donc, notre programme, notre succès en matière d'énergie là, ça vient d'une vision. Car après, les successeurs d'Oufoué ont continué. Donc, c'est totalement faux quand Assalé dit non, il faut déconnecter notre puissance électrique ou énergétique de l'idéologie. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Voilà, donc vraiment, moi, c'est à ce niveau-là que je lui ai trouvé suffisamment de faiblesse et de façon naturelle, il va aller en s'effondrant. Parce que quand tu n'as pas une vision qui te porte, tu finis par t'essouffler. Voilà, au début, tu es flamboyant parce que tu viens avec des mesures technocratiques, mais au fur et à mesure que les gens vont décortiquer tes mesures technocratiques, tu n'auras plus de répondants. Pourquoi? Parce que tu te serais basé sur de simples mesures. Or, quand tu as une vision, tu trouves toujours une réponse à la faiblesse qu'on t'aura soulevée. Et comme je l'ai dit, malheureusement, Assalé Tiemoko va aller de plus en plus vers du populisme parce qu'il va répondre aux questions, au sujet, au cas par cas. Or, celui qui a une vision ne répond pas au cas par cas. Il raisonne de façon globale et il apporte des solutions de façon globale. Voici pourquoi, à mon introduction, j'ai cité ces deux exemples. L'exemple de la refondation qui est décliné en différents programmes et l'exemple du vivre ensemble qui lui aussi est décliné en vision, en différents programmes. Mais aujourd'hui, malheureusement, nos jeunes politiciens ne prennent pas cette peine-là. Ce qui fait que vous allez regarder autour d'eux, il n'y a pas de ressources humaines. Voilà. Quelle est la ressource humaine qui entoure Assalé aujourd'hui? Donc, il sera obligé de faire tout lui seul et puis il va s'essouffler. Merci. C'est trop fort, c'est trop fort. Attendez, je pense que, excusez-moi, sauf vraiment, je suis surpris que Kokora et Seyasé sont d'accord sur. Non, vraiment, politique de Côte d'Ivoire, si on t'a expliqué, c'est qu'on t'a mal expliqué. Justement, ça, effectivement, bonne remarque. Tu sais pourquoi? Ce soir-là, Assalé Tiemoko a attaqué, hier soir, il a attaqué à la fois le RHDP un peu, mais surtout le Front commun et les partis d'opposition. Parce que quand il se démarque, n'est-ce pas, il dit que leur rhétorique, n'est-ce pas, de CEU bashing, il n'est pas d'accord avec ça. Ça fait mal. Donc tu vois que, moi je comprends, mais ce qui me dérange un peu, c'est que ce soir-là, je n'ai personne de ADCI sur le panel. J'ai l'impression que ceux qui sont là, ils vont attaquer encore ADCI, alors que bon, Serge, pas pour défendre Assalé Tiemoko, mais je pense que tout à l'heure, tu as fait une lecture tout à l'heure un peu étrange, n'est-ce pas, sur un de ses propos. Notamment sur la question de l'idéologie. Non, voilà ce qu'il dit. Il estime que ceux qui disent qu'il faut soit privatiser ou pas privatiser, ce débat-là, pour lui, relève beaucoup plus de l'idéologie que de la pratique, n'est-ce pas, et du réalisme pragmatique. C'est là que se situe en fait le débat, le mot de l'idéologie. Il ne dit pas non, est-ce qu'il faut mettre l'énergie même en tant que secteur dans de l'idéologie, c'est pas ce qu'il dit. Il dit que, parce qu'il y a deux courants en fait. À la limite, il y a des gens qui disent que est-ce qu'il faut continuer à laisser au privé, d'abord, tel que c'est aujourd'hui actuellement, c'est privatisé depuis longtemps, ou bien est-ce qu'il faut, en plus n'est-ce pas, de privatiser, mais il faut ouvrir encore pour que la distribution, n'est-ce pas, puisse avoir beaucoup plus de monde. Il a deux réponses. Il estime que, de par sa recherche, il n'y a pas grand monde qui se bouscule, n'est-ce pas, aux portes de cette, on va dire, cette libéralisation-là, autour de la distribution. Un. Secondo, il estime que les critiques qui sont à l'encontre du modèle existant là relèvent beaucoup plus de l'idéologie, effectivement, ou si tu veux, d'une rêverie, en fait. Donc, lui, il estime qu'il faut départir, n'est-ce pas, cette question-là d'une posture idéologique. Il estime que, outre la posture, il faut être réaliste. À toutes les raisons, autant, voilà plus ou moins ce qu'il a dit, c'est vrai, mais il n'a pas... Tu permets que je te réponde en 2 minutes? Une minute, pardon, une minute. D'accord. Avec un exemple très factuel. Tu penses que quand malgré la dette du Mali en matière énergétique vis-à-vis de la Côte d'Ivoire,
qui s'élève à des centaines de milliards. Tu penses que quand, malgré ça, un technocrate comme Patrick Hachi suggère de couper, et puis un politique comme le président Ouattara dit non, continuez d'approvisionner. Tu penses que des deux, qui a la bonne vision? Tu peux me répondre? Pour moi, les deux. Comment? Je pense que les deux ont raison. Bon, je vais te dire, celui qui a raison, c'est le président Alassane Ouattara. Parce que il se cale dans la vision de la Côte d'Ivoire. La vision de la Côte d'Ivoire, là, c'est que la Côte d'Ivoire a été définie comme un hub. Tu comprends? Et pourquoi on a été défini comme un hub? Parce que on a construit un pays qui est destiné à rayonner sur son environnement géographique immédiat. Naturellement, ça induit un certain nombre de politiques. Donc, il regarde et puis il prend une décision politique de les accompagner au maximum jusqu'à ce qu'ils puissent honorer leurs dettes. C'est ça là qu'on appelle une vision. Mais pourtant, on est toujours dans le même secteur énergétique. Hein. Mais tu vois que le président Alassane Ouattara prend une décision d'ordre idéologique. Ça aurait été le même Alassane Ouattara de 92, il aurait agi comme Patrick Hachi. Donc, tu ne peux jamais sortir l'idéologie des grandes questions. Or, la question énergétique est une grande question. Et l'idéologie te permet d'avoir une ligne directrice. Voilà, sinon tu vas te laisser embrouiller par des technocrates tirés à gauche ici, et puis tu t'en sors pas, parce que tu n'as pas de ligne directrice. Je suis pas d'accord avec toi, je pense qu'on va avancer. Je suis pas d'accord avec toi, mais on va avancer. Voilà. On va avancer. Je pense que, dommage, hein, ceux qui sont en bas, qui sont ADCI, dites-moi en commentaire, et puis on va voir ça. Monsieur Gbez, est-ce que tu es Monsieur Gbez, Côte d'Ivoire, tu es ADCI? Bon, je sais pas, hein. Il est dans les commentaires, il met Asseli Timoko avec des cœurs, je sais pas. Voilà. Bon, je pense que... Bon, Paris, vas-y, tu as fait ton micro, là. Mais moi, je comprends pas. Tu cherches des gens. Dans leur parti, là, il y a une seule personne, c'est lui seul. Lui et puis le gars qui a perdu à Bobo, là. L'ancien collègue de Daouda. C'est les deux gars. Lui qui a chassé Lucas, là. C'est lui seul. C'est pas mon ancien collègue, c'est celui qui m'a formé. Ah, bon, autant pour moi. Moi, j'étais persuadé que c'était ton ancien collègue. Non, c'est lui qui m'a formé. Après, il a la qualité première. Vas-y doucement. Ils te disent, toi, tu es trop après, radical. La qualité première, il a été lamentablement chicoté à Bobo. Donc, tout ça mis ensemble, ça me fait beaucoup rire aujourd'hui. Bon, bref. Moi, je pense que le monsieur, il est atteint de mélanchonite et de zémorite très aiguë. OK? Mais franchement, je pense qu'en phase terminale, mais en phase très critique, sa mélanchonite, c'est sur le côté où il veut blaguer ces jeunes-là qui importaient de vieux frigos, de vieilles voitures, leur faire croire que l'État a été très nombriliste, l'État a pensé qu'à sa gueule, et qu'il limite même, parce que ce qu'il ne dit pas, parce que le problème ça c'est le côté zémoriste en fait, mais son côté mélanchoniste, ce qu'il dit pas, c'est que, il leur fait croire que c'est aussi simple. Mais sauf que l'État, quand la Côte d'Ivoire va à la COP21 et que la Côte d'Ivoire s'engage dans les réductions des gaz à effet de serre et que nous, notre contrepartie, quand on a fini de négocier, c'est ce qui a permis, même c'est tout ça qui a permis à une structure comme Iveco de venir mettre en place une plateforme de montage de véhicules. C'est ce qui a permis à lui et moi de baisser les taux d'emprunt au niveau des crédits, tout ça. C'est ce qui a permis à la middle class aujourd'hui de facilement emprunter au niveau de leur banque pour pouvoir s'offrir des véhicules, fut-il des Aval ou des Daval ou des Duval, des petites voitures chinoises. C'est pas bien grave, mais au moins, aujourd'hui, on a fortement, s'il y avait des indicateurs, je pense qu'il doit y avoir certainement des indicateurs, on a fortement réduit nos émissions de gaz à effet de serre en termes parce que on consomme énormément de neuf en ce moment depuis, bon, je sais même pas le protocole de Kyoto, depuis les accords de Paris. OK, puisque c'est à partir de là que les signatures ont été faites et puis après tout s'est mis en œuvre, tout ça, et puis nous on s'est engagé. La Côte d'Ivoire a respecté en partie ses engagements, limiter les importations de véhicules, diminuer qu'on appelle ça les gaz
tout ça, bon, bref. Et même, que ce soit même, parce que les gens restent à arc-bouter sur cette histoire de voiture, mais il y a aussi les histoires de vieux frigos, des trucs comme ça. Tout ce qui qu'on fait, consiste à produire des émanations de gaz, tout ça. Bref. Une fois ce détail-là fini, sa zémorite vient du fait que le monsieur occulte volontairement que, et là je parle sous le contrôle de Khalil et Serge et certainement Boloy, ils pourront me confirmer, mais en Côte d'Ivoire là, que ce soit en privé comme en national, mais la priorité aux embauches revient aux Ivoiriens. Il n'y a pas une société en Côte d'Ivoire. Un instant, Baris. Daouda, s'il te plaît, quitte en pause, pardon, quitte en pause. Daouda, tu en pause, donc quitte la pause. Ok, vas-y, Baris. Ouais. On peut même pas regarder son WhatsApp. Ouais, donc c'est bon, je peux? Oui, vas-y. Oui, Sorry. d'accord. Voilà. Donc, les embauches, c'est prioritairement aux Ivoiriens. C'est prioritairement. Et puis, c'est même pas une volonté du patron. C'est une obligation. C'est une obligation contractuelle. C'est obligatoire. Tu ne peux même pas te permettre. C'est-à-dire que si tu as 3 employés, il y a 2 Ivoiriens et puis peut-être ton ingé ou bien ton super cadre, tu peux peut-être prendre un étranger. Ça, après, ça dépend de la taille et la structure et de la composition de ton business. Mais sinon, c'est obligatoirement. C'est une obligation même. Donc, je sais pas, bon, après, je sais pas, à l'éléphant là-bas, la multinationale, l'éléphant déchaîné, je sais pas, peut-être que, à son échelle, il a fait une priorité peut-être aux Ivoiriens, donc il pense qu'il va étendre ça à l'échelle nationale, mais malheureusement, je vais le faire rappeler que à l'échelle nationale, ça s'applique déjà, donc il n'a pas inventé l'eau chaude, quoi. Donc ça, c'est ce côté zémorite. Emmerder les gens, faire croire aux gens que quand lui va arriver, les choses vont changer, les Ivoiriens seront au cœur de toutes les décisions. Attends, jaune. Oui, mais c'est une maladie, Khalil, c'est une maladie, c'est pas un carton, c'est une maladie. La mélanchonite, c'est surfer sur tout ce qui est gaucho et puis l'ultranationalisme. C'est pour ça que j'ai imagé ça en truc. Je vais pas venir dire ici il est raciste, il est fourbe, il est perfide. Je vais pas venir dire ça. Ça c'est des injures, mais tu atteins des hémorroïdes, hein? Ça c'est pas. Il le dit, parce que quelqu'un qui sait pas faire le distinguo entre une citoyenneté et natif du pays. On fait quoi avec un gars comme ça? C'est-à-dire que demain, il va nous regarder pour dire que Pierre Fakouri, c'est pas un Ivoirien, que Nasser, les gars des carrés d'or, là, c'est pas des Ivoiriens. Tout simplement parce que peut-être ils sont des types caucasiens. Parce que, en l'entendant parler, si tu es des types caucasiens, tu peux pas être Ivoirien. Qu'est-ce qu'on fait après? Demain, ça va être quoi? On va regarder les Sénoufos qui ont des balaves pour les apparenter à des Burkinabés. Parce qu'on est parti pour, là. Donc, à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Le mec, il était connecté, il est hors sol, faut le lui rappeler, c'est tout. Et puis, comme Serge a dit, et là, je suis très d'accord avec Serge, les gens prennent des postures qui ne sont pas les leurs, qui ne maîtrisent pas. Tu veux prendre une posture technocrate, mais tu n'as aucune idée sur le sujet. Calme-toi. Attends qu'on va parler de blog, tenir un blog, qu'on va parler de pseudo-enquêtes d'investigation. Lesquelles enquêtes d'investigation, tout le monde sait comment ça fonctionne, que ce soit Edwy Plenel ou Fabrice Afi de Mediapart, on sait comment ça se passe. C'est des gens qui t'appellent pour te donner le dossier. Tu n'écris rien, tu n'inventes rien. Si on t'a laissé toi seul pour aller faire là, tu vas rien trouver, tu creuses rien. Si on t'a pas appelé pour te donner, tu trouves rien. Donc à un moment donné, il faut arrêter de t'attribuer les mérites du travail des autres. Bref, je vais pas me reposer la parole. On fait tourner. Et juste une chose pour chuter. C'est les casseurs de Papo. C'est les casseurs de Papo. Faut dire ça. Oui, mais les casseurs de Papo, c'est parce qu'on t'a donné Papo que tu casses. Voilà, c'est ça. Ça, je disais tout à l'heure que le monsieur, il a pris une posture présidentielle. Justement. Sauf que la communication tue la communication. Parce que à beau chasseur du naturel, il revient toujours au galop, hein. Le mec, il s'est donné une posture, il s'est acheté des costumes, il est sorti de ces trucs contre-effets, là, il a commencé à partir, s'habiller sérieusement. C'est bien, c'est tout à son honneur, ça fait tourner l'économie locale. Mais en vérité, c'est juste la com. Si tu grattes un peu, la vraie nature va revenir au galop. T'inquiète pas. Merci beaucoup. Je voulais juste dire quelques mots rapidement et puis laisser Khalil parler. Moi, je suis quand même surpris. Le RAGP et le PPAC qui ont tendance à se taper dessus matin, midi, soir, je vois qu'ils sont tous les deux énervés. Parce que, dans un premier temps, aujourd'hui, monsieur Assalet Timokou a commencé à faire son marché au niveau du PPACI. Il a commencé aussi à faire son marché au niveau du GPS. Donc, tous ceux-là sont fâchés. En même temps, il se positionne comme un bon technocrate.
tout et tout. Il dit que le programme de Ouattara, c'était un échec. Bon, voilà, le RAGP est fâché, le PPACI est fâché. Au moins, il y a quelqu'un qui arrive à les mettre d'accord sur quelque chose. Ça me fait vraiment plaisir. Merci, c'est ce que je voulais juste dire au passage. Khalil, à toi l'antenne. Non, mais c'est pas sérieux. Ouais, Daouda, à quel Bakwatoya tu fais là? Hein? Non, mais, C'est vrai, c'est vrai, c'est mais, vrai, ah ouais, c'est vous, vrai. vous arrivez à tomber d'accord sur quelque chose. Moi, je suis surpris Daouda, en fait. quand vous avez reçu votre assalé là, c'est quoi vous avez retenu de bon? Il dit non. Ok. Oh, je suis trop heureux, mais ça y est, c'est Koukoura, sont d'accord là, lui là. Non, mais, Daouda, c'est normal, c'était prévisible. Je savais que c'était prévisible parce que quand il a vu en train d'attaquer le front commun dans la posture sur la CEI, j'ai compris que lui, il a sûrement vraiment le rater, hein, c'est clair. Il va le rater sur le C'est un panneau. trouble fait, c'est un trouble fait, ce gars-là. Fosco aussi. Tiens, non, mais, non, les gars, s'il vous plaît. Donnez la parole au moins à quelqu'un qui fait. Ah, ok. Jeanne dit qu'elle veut défendre Assalé, hein. Ah, bon, d'accord. Donc, il va trouver une place avec ces messieurs-là. Je vais passer une dame qui sera le plus galant pour la laisser monter, c'est compliqué. Ou bien je vais descendre pour qu'elle passe. Attends, moi, il Il descend faut avant. laisser. Il faut, non, attendez. Descendez Kaza. Kaza, c'est son mari. Descendez Kaza. Déjà, Non, 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 à non, sa c'est mon place. ami aussi. C'est mon ami et vieux père, c'est pas possible. Non, Khalil, il faut. On doit descendre pour laisser la place à Diamou. De toute façon, nous, on veille sur le panel. Donc, elle va commencer à dormir tout à l'heure, ronfler. J'espère que ça va venir ronfler comme hier. Hein. C'est son mouvement. Khalil, c'est le mouvement de Kaza. C'est le mouvement de Kaza, donc il va descendre. D'accord, ok. Donc, je pense la parole à qui maintenant? Je pense que. Ismo, je crois, Ismo. Ismo. D'accord. Ismo, ok, vas-y, Ismo. Ok, merci, merci Khalil, merci. Défends un peu à Salé, s'il te plaît, s'il te plaît. Défends un peu à Salé, au moins, c'est sur les points. Oui. Moi, je pense qu'il y a une incompréhension concernant la posture de M. Timoko Assalé. D'abord, il faut comprendre que c'est quelqu'un qui, pour moi, il veut tout faire pour rassembler ceux qui se définissent comme étant des nationalistes, mais en même temps, il veut être la jonction entre ceux-là et les intégrationnistes, tu vois. Il veut faire l'effort, il veut pas être taxé de xénophobe ou encore vous voyez, tout ça. Donc, maintenant, en matière d'idéologie, moi, je pense que c'est clair. Aujourd'hui, ce dont les gens ont besoin aujourd'hui, c'est vrai que certains vont critiquer ça pour dire que non, c'est peine perdue, mais M. Timoko Assalé se positionne comme étant quelqu'un qui est orienté vers les résultats. Quand vous l'écoutez dans toute sa démarche, depuis très longtemps, il se positionne comme quelqu'un qui est orienté vers les résultats. Et c'est dans ce sens qu'il va dire tout de suite que moi, si j'arrive au pouvoir, je vais prendre un décret. Ok? Je vais prendre un décret pour annuler tout de suite tout ce qui concerne l'âge des véhicules de 5 ans et plus et tout ça. Parce qu'il a écouté une certaine jeunesse et il a écouté des jeunes Ivoiriens qui travaillaient dans ce domaine-là, tu vois. Donc il s'est dit, il va les satisfaire. C'est la politique. Tout ce que tu fais qui peut t'aider à mobiliser, tu le fais. Maintenant, il faut regarder, quand il parle de ce qu'il a accompli, c'est ce qui est important aujourd'hui. Et moi, je pense que c'est ce dont les Ivoiriens ont besoin, tu vois. Les gens ont besoin de solutions, ils ont besoin de résultats et ils ont besoin d'efficacité. Voilà pourquoi moi, ces histoires d'idéologie, je suis pas dedans. On a une problématique, on trouve la solution, on pose des actions et on vise l'efficacité, point final. Et on avance. Vous voyez? Et il dit très clairement que quand lui prenait la mairie de Tia-Salé, il a hérité d'une dette d'environ 800 millions. 834 millions. Vous voyez? Il a hérité de cette dette-là. Pour un budget de 492 millions. Et il a payé tout ça et il reste aujourd'hui, en 2024, il restait environ 30 millions. Ça, c'est parlant. Ça vient chercher n'importe lequel des citoyens de Tia-Salé. Et ça, c'est à l'échelle municipale, qui est un gouvernement en miniature. Ça, c'est une réalité. Il dit, voici ce que j'ai posé comme action. Est-ce que, à l'échelle nationale, est-ce qu'il est capable de reproduire le même processus?
Parce qu'il vise la transparence aussi. Dans sa gouvernance, au niveau de Tia Salé, il publie ce qu'il fait comme dépenses, ce qu'il fait comme recettes et tout, et il réussit à économiser quand même. Et c'est ce qui est important. L'Ivoirien aujourd'hui, c'est ce qu'il veut. L'Africain aujourd'hui, c'est ce qu'ils veulent. On veut des gens qui disent où notre argent rentre, comment on l'utilise et qu'est-ce qui reste. Très clairement. L'idéologie qui fait rêver, oui, les gens vont dire, ah, je vais faire ceci, j'ai cette vision, mais au niveau de la pratique, c'est sûr qu'on se pose des questions, sinon on ne serait même pas là dans ce genre de débat. Alors que lui, il est dans l'action, il est dans le résultat, il est dans l'efficacité. Et c'est ce qui se bat chaque jour pour démontrer. On peut le critiquer dans bien des domaines, mais sur ce plan-là, moi, je pense qu'il excelle. Quand il parle des frais du COGES, ça, ce sont des actions dont les familles avaient besoin. Les parents d'élèves avaient besoin. C'est du concret. Loin de tout bavardage, c'est du concret. Quand on s'en sort, on dit qui a fait en sorte que les frais du COGES là ne sont plus payés par ceci, par les élèves et par les parents. On dit, M. Timor Kassalé, c'est du concret. C'est de l'argent sonnant dans les poches des familles. C'est du concret. Vous voyez? Voilà. Voilà ce qu'il dit. Très clairement. C'est vrai que je veux dire, dans certains domaines, on va dire oui, c'est vrai, il fait un peu du populisme, mais la politique, généralement, ça va un peu avec du populisme. Il faut aller chercher de l'électorat, il faut ratisser l'âge et tout ça. Mais dans son essence, pour ceux qui le suivent depuis longtemps et qui ont compris le message qu'il veut envoyer, pour lui, dans la gouvernance de l'État, ce qui est important, c'est la transparence. Et aujourd'hui, je pense que bon nombre sont les Ivoiriens qui réclament cette transparence-là. Et c'est pas parce qu'il parle dans le vide, il a démontré dans sa propre gestion de sa mairie. Et il le dit, je suis pas un imposteur. J'ai été élu, j'ai gagné 4 élections. On ne gagne pas 4 élections quand on est un imposteur. Vous voyez, c'est que quelque part, la population, ta collectivité. Et c'est ce qu'il essaie de vendre. Et quand vous voyez tous les candidats qui ont été, généralement qu'on connaît, qui vont passer à la télé ou qui vont se présenter, c'est l'un des rares, en dehors du président Ouattara, qui a géré la Côte d'Ivoire et aujourd'hui qui peut défendre son bilan réellement. Mais lui, il est capable de défendre aussi son bilan, même si c'est à une échelle beaucoup plus petite. Tu vois? Et c'est ce qu'il essaie de vendre auprès de la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, on voit que les gens se plaignent de corruption, de collusion, de malgouvernance, de ci, de ça, dans le même pays. Et lui, il dit, moi, voici la solution que je vous apporte dans ça. Et on a vu auprès des populations. Et c'est quelqu'un qui dit, moi, je suis là, je ne suis pas là pour parler. Je suis là pour vous écouter et apporter une solution aux problématiques, aux préoccupations que vous posez. Donc, on l'a vu au four ou au moulin dans différentes problématiques dont, que faisait face le peuple. À chaque fois qu'il y a ce genre de situation, il monte au créneau. Comme député, il a fait la différence entre lui et, je peux dire, de tous ces députés-là depuis 1960. Je confirme, entre les 249 députés, les députés RHGP ne servaient à rien, ceux du PDCI ne servaient à rien, ceux du PPACI ne servaient à rien. Merci Ismo, continue. Donc, tu vois, il a démontré que le rôle d'un député, c'était ça. Et c'est ce que les gens ont besoin, et ça reste marqué dans les consciences. C'est vrai qu'on dit pas qu'il va être président. Attends, stop. Ton temps est fini, c'est vrai, mais tu auras la part belle. Calme-toi, tu auras la part belle. Il y a trop d'émotions pour toi. Il faut compléter mon temps si pour Ismo, pardon. Aïe! Attends d'abord. En fait, c'est vrai, il y a mon père, Serge Assé, qui a demandé une motion. Non, ça, s'il ne donne pas ça, c'est pas bon. Donc, c'est vraiment que s'il parle, quand il va parler, pour qu'on a peut-être vous réagir aussi. Bon, c'est pas grave, allons-y. Serge Assé, vas-y, rapidement. D'accord. Bon, en tout cas, Ismo, merci de servir de béquille à Salé Tiemoko. Mais il y a une question vicieuse que je veux poser, mais bon. Mais Okay, je vais y aller. Avant ta question vicieuse, je voulais faire juste une petite précision. Vous savez que c'est l'une des rares fois, l'une des premières fois que Ismo, généralement, sa position aujourd'hui là est différente carrément de la plupart d'entre vous. Donc, franchement, soyez indulgents avec lui, s'il vous plaît. Merci.
Ok, il n'y a pas de problème. La première question, c'est, je voulais demander, est-ce qu'il connaît bien Tia Salé? Tia Salé, est-ce qu'il la connaît bien? Ok. Tia Salé, en réalité, a bénéficié de deux choses, de deux projets majeurs. Un, la réfection de la voie qui quitte de l'autoroute du Nord, hein, et qui va jusqu'à Gagnoua. Cette voie-là, elle passe par Ndouci, Tia Salé, Divo, Lakota, Gagnoua. Tu vois, non? Cette voie-là a été entièrement refaite. Donc, le trafic qui avant là-bas était difficile, maintenant il est extrêmement fluide. Donc, les gens s'arrêtent facilement à Tia Salé, les gens consomment à Tia Salé. Donc, ça a permis le regain d'un certain nombre d'activités à Tia Salé. Tu comprends, non? J'allais dire, donc c'est un effet induit. Ce n'est pas lui, à Salé, qui vient avec une politique et puis qui met des choses en place et puis Tia Salé renaît. Non. C'est un programme qui est mis en place, le développement d'un certain nombre d'axes. Et comme je l'ai dit, je répète, les routes là, bon, c'est vrai qu'on s'attaque politiquement, c'est tout à fait normal. Ça, c'est la compétition politique. Mais les routes, en réalité, là, elles s'inscrivent dans une vision. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, là. La vision du vivre ensemble. Pour vivre ensemble, là, il faut pouvoir se déplacer. On se déplace sur quoi? Sur les routes et puis sur les ponts. Donc, quand le vivre ensemble permet de faire des routes qui permettent de désenclaver Tia Salé, c'est normal que le maire de Tia Salé en profite. Ensuite, est-ce que tu penses que notre système éducatif là, c'est les COGES qui sont le véritable problème de notre système éducatif? Est-ce que tu penses que c'est COGES qui est le problème de l'école ivoirienne? Ah, c'est Franchement, bon. voilà. Franchement, si on réduit l'école ivoirienne Monsieur à Assé, simplement si vous n'avez pas de questions, laissez-moi vos analyses. Oui. Nous n'avons pas le temps pour vos Ok, analyses. d'accord. Posez Non, votre question, c'est une motion. Oui, en fait, c'est deux questions. Voilà, donc le problème de COGES là, est-ce que tu penses que vraiment le système éducatif ivoirien se résout à un problème de COGES? Voilà mes deux questions. Ok, merci. Hein. Moi, je comprends que tu... Non, mais est-ce qu'on tu prends la troisième question en même temps? Comme ça, tu fais un strike. Non. Laissez d'abord Elle n'est pas longue. Je te jure, elle n'est pas longue. 2 secondes. Non, Paris. Je pense que Ismo, aujourd'hui, est dans une position de répondre à tes questions. Serge Assé a posé 2 questions. Laisse-le répondre. Après, tu lui poses ta question. Ok, il va y sinon, elle répondre. n'était pas vraiment longue, mais c'est pas grave. Mais les deux questions sont faciles, hein, parce que l'État fait ce qu'il a fait comme travail par rapport à la municipalité. Mais de là où l'efficacité intervient, c'est quand quelqu'un hérite d'une municipalité qui a une dette d'environ 834 millions pour un budget de 492 et qui réussit à tout payer en un temps record de 2018 en 2024. Pour moi, c'est de l'efficacité. Ce n'est pas parce qu'on a fait les routes, c'est pas parce que les gens viennent visiter Tia Salé qu'il a réussi à payer ça. C'est parce qu'il a géré efficacement jusqu'à ce que les 834 millions, en 2024, il restait 30 millions. On ne peut pas être plus efficace que ça. Donnez-lui 10 ans et il fait, même en matière d'investissement, il fait encore des excédents. Vous voyez? Donc, pour moi, c'est ce qui est important dans la gestion. Le résultat est Excédent dans l'investissement. Je ne comprends pas cette notion-là. Okay. Excédent dans l'investissement. Ok, je ne vais pas aller sur ce bout-là parce que ça va rallonger. Monsieur Serge, ne rallonge pas le débat. Écoutez-le. Après, on va avancer. Et la deuxième question, c'est concernant le COGES. Non, le COGES, la deuxième question, c'est le COGES. Je réponds très rapidement. Général, faut que je pose. Attends. C'est vrai, pas pour défendre ça, c'est vrai, mais sa question là aussi, là, votre président donne. En tout cas, t'inquiète pas. Elle est dans ma question. Comme toi, Paris, comme toi, le temps là, c'est juste mis à titre indicatif, Ismo.
Réponds aux questions tranquillement, tu as le temps. Vas-y, vas-y. Je réponds rapidement pour ce qui concerne le COGES. Vous savez, le COGES, c'est pas la problématique de l'État. C'est pas la problématique, je vais dire, du système éducatif en Côte d'Ivoire. Mais en tant que maire, il a répondu à une préoccupation des parents d'élèves, des familles. Ça leur fait une plus-value dans leur poche pour pouvoir payer des fournitures. Et ça, c'est déjà beaucoup. Et lorsqu'il deviendra président un jour, peut-être que, ou il deviendra ministre, ou quoi, en ce moment-là, peut-être il pourra résoudre des problèmes beaucoup plus gros. Mais on ne peut pas demander à un maire de résoudre la problématique du système scolaire en Côte d'Ivoire. Ça, il faut être réaliste. Merci. Bon, à Daouda, si tu permets, moi, pardon. En fait, je voulais réagir, s'il vous plaît. Alors, Ismo, vraiment, moi, je pense que peut-être n'a pas compris le débat. Le débat était sur son programme de gouvernement qu'il a exposé. Et je crois que Khalil a fait l'effort donc de les mettre en lumière en essayant donc de les souligner. Son affaire de véhicules, son affaire de préférence nationale, son affaire de quoi encore, je veux dire, voilà, le port, il va faire. Donc, il a un programme qu'il a mis en avant. Personne ne met en cause sa gestion en tant que maire. Mais c'est pas parce que tu as réussi à gérer ta mairie qu'au plan national, tu peux faire les mêmes choses. Ça, c'est d'un point de vue micro, mais la nation, c'est macro. C'est plusieurs programmes qu'il va falloir mettre en place. La mobilisation donc des ressources. Voilà. Donc le débat se trouve à ce niveau. Mais quand il y a une contradiction, peut-être que tu ne l'as pas écouté, quand il dit on ne peut pas confier les problèmes de l'école donc à un maire, mais là ça pose un problème, puisque lui-même, dans son programme, il compte faire disparaître le ministère de la Jeunesse pour confier les problèmes de jeunesse aux collectivités. Mais ça, c'est un problème qui est dangereux. Parce que les collectivités, là, ce n'est pas toi qui les choisis. Ce sont des gens qui sont élus, souvent sur la base du programme de leur parti politique. Alors que la question de la jeunesse, je crois que c'est l'affaire d'un gouvernement. Mais quand tu confies ça à un maire et qui est élu pendant 5 ans, il n'y a pas de possibilité de le démettre. Et puis le programme que tu lui confies, il n'est pas de ton parti, il n'est pas dans ta vision, dans ton projet, il fait échec au programme. Les jeunes de cette localité, comment ils font? Donc voilà pourquoi moi j'ai dit, il faut bien l'écouter. Mais si tu t'appuies uniquement sur sa gestion en tant que maire de Tia Salé, qui est très facile parce que c'est une petite ville, Tia Salé c'est une petite ville. Il peut bien réussir là-bas, mais ça ne veut pas dire qu'il a réussi là-bas, alors il peut régler les problèmes du pays. C'est totalement différent. Moi je veux qu'on analyse son programme. Monsieur Kokora, si vous le permettez, bien entendu, aujourd'hui, c'est vrai que vous êtes un privilégié chez moi, que je vous aime bien, mais aujourd'hui, c'est Ismo qui est à l'honneur. Donc, vous n'aurez pas droit à trop de temps, en fait. Voilà. Non, je sais qu'il est le privilégié, mais moi, je pose un débat qui est simple. Vous avez fait une émission avec monsieur Assalé, parce que la plupart du temps, les gens qui n'ont plus d'idées, non, j'ai géré la mairie donc, ça ne veut rien dire. Tu as un programme, tu dis préférence nationale ou bien priorité nationale. Priorité au national, qu'est-ce que tu vas faire? Quelles sont les lois que tu vas prendre pour arranger, donc, ou bien pour accompagner ta politique? C'est ce qu'on attend. Mais ce n'est pas aller dans tous les sens pour dire non, j'ai géré la mairie, non, je peux faire ça. Tu as dit, par exemple, sur le foncier, ta seule solution, c'est que tu as fait un moratoire de 3 ans. Pendant 3 ans, on ne vend plus de terre. Mais si on ne vend plus de terre dans un pays en 3 ans, ça veut dire qu'il n'y a pas d'investissement. L'immobilier, on fait quoi? On bloque toutes les constructions de logements parce qu'il va falloir acheter des terres pour construire. C'est vrai, il y a des terres qui ont été achetées, qui sont là, mais est-ce que ça suffit? Est-ce que moi, Kokora, je dispose d'une terre? J'ai un business, je vais vendre ma terre, peut-être qu'il coûte aujourd'hui 1 milliard ou 500 millions pour investir dans un truc. Tu viens, toi, le président de la République, tu dis non, on ne vend plus de terre. Mais tu bloques mon business. Donc, voilà, je propose que tu attendes un peu tout à l'heure. Là. Okay. Non, je vais juste répondre en 15 secondes, c'est tout. 15 secondes. Non, Ismo, pas 15 secondes, non. Tu as 3 minutes pour répondre, 3 minutes pour répondre. 3 minutes. Mais je dis à Kokora de vite suiter pour qu'on puisse revenir à lui. Donc, j'ai dit, son programme, il a élaboré. Analysons son programme, comment il va le financer. Il parle d'impôts donc qui étouffent les jeunes entrepreneurs. Comment il va faire ces facilités fiscales pour les aider.
leur première année, quand ils mettent leur business en place, à partir de quand ils commencent à les prélever en tant que contributeurs donc à l'assiette fiscale. Donc voilà des éléments précis que nous voulons. Et comment il va financer tout son programme. Voilà, tout à l'heure, lui ont posé la question sur la question donc de lutter contre la mauvaise éducation sur les réseaux sociaux. On dit, bon, ça va coûter combien? Il est là, il hésite, et puis après, il donne un chiffre, il dit 100 milliards. Mais bon. Moi, j'ai beaucoup de choses que je regarde. Il va supprimer les institutions, mais quand il supprime les institutions, ça représente combien? Tu réussis à récolter combien dans la suppression du Sénat? Le Sénat, c'est 11 milliards. Le haut représentant, c'est 2 milliards. Bon, il dit qu'il ne va pas supprimer le Conseil économique. Donc, quand il y a 2 ou 3 milliards, 4 milliards, 20 milliards, mais ça représente quoi dans un programme national? C'est 0,00 quelque chose. C'est comme ça qu'il va mobiliser les ressources pour financer des projets qui coûtent 2 000 milliards, 3 000 milliards. Non, il faut qu'il cherche loin. Sinon, ça, c'est des raccourcis. Merci Kokola, merci Kokola. Bon, je pense que Ismo va répondre et puis on va passer... Mais non, moi je réponds à ça très rapidement. Je sais qu'il y a le RHDP et puis il y a aussi les autres mouvements d'opposition et puis il y a M. Tiemoko Assalé qui l'a très bien dit clairement lorsqu'il est passé à l'antenne qu'il a sa propre voix. Et ça, il faut le comprendre. Vous voyez, quand il est passé à l'émission, c'était pour se vendre. Et je pense que le sujet dont je parle, il a abordé ce sujet-là. Et c'est pas fortuit qu'il aborde ce sujet-là. Quand on dit que Tia-Salé, c'est une petite municipalité et que c'était facile à gérer, comment se fait-il que dans cette facilité-là, ceux qui étaient là avant ont réussi à accumuler 834 millions de dettes? Si c'est si facile que ça, je m'arrête là. Merci. La prochaine question. Ben, moi, je pense qu'il n'a pas répondu à ma question. Ma question, c'est même pas ça. Ça, c'est un Bon, Khalid, je la pose enfin, la question ou pas? Non, ça dit, pardon. Ça dit, il ne faut pas réduire ça. Quand on n'a plus de réponse, on réduit ça à l'élément le plus simple. Et d'abord, ce qui m'a écouté, j'ai dit, c'est pas parce qu'il a réussi à Tia-Salé qu'il peut réussir au plan national. Je reconnais qu'il a réussi. Je ne dis pas que ceux qui sont passés ont bien travaillé. Ils ont échoué. M. Assalé a réussi. Mais dans le programme qu'il a mis sur la table aujourd'hui, analysons le programme. Voilà. Tu nous dis préférence nationale ou bien priorité. Comment tu mets en place cette politique? Si tu n'arrives pas à l'expliquer en détail, mais ça veut dire que tu l'as lancé comme ça. Quand tu nous dis tu vas réduire l'âge des voitures à importer, est-ce que tu as étudié le marché? Est-ce que tu as regardé l'impact donc sur l'environnement? Tu as regardé l'impact sur la vie des populations? Les multinationales qui ont peut-être augmenté leur chiffre d'affaires, on en consent, mais est-ce que tu as regardé le nombre d'emplois que ça a créé? Voilà où se trouve le vrai débat. Mais je dis, ça s'appuie uniquement sur la mairie de Tia-Salé. Et comme j'ai réussi là, je peux réussir au plan national. Je dis, c'est un raccourci. Voilà. D'accord. Tout à l'heure, je pense que les avis sont partagés un peu. Donc, on va... Paris, rapidement, franchement, dis rapidement ta question rapidement. Pourquoi rapidement? Je vais prendre mon temps. Depuis le temps que je devais la poser, elle est sortie même de son contexte maintenant. Je vais vraiment prendre mon temps pour poser ma question. Mais en fait, du coup, elle va se décliner en deux volets. Ismo, quand on voit le travail, visiblement, tu sembles être en admiration devant le travail abattu par le monsieur Tia-Salé. Donc, si on veut prendre boulot pour boulot, c'est que Bakongo, il va devenir monarque en Côte d'Ivoire, il va devenir roi de Côte d'Ivoire, parce que quand tu prends Koumassi par rapport à Tia-Salé, c'est un sous-quartier de Koumassi, Tia-Salé. Donc, c'est-à-dire, quand tu regardes le travail que M. Bakongo a fait à Koumassi, il mérite d'être empereur, roi, ou peut-être plus que Bokassa. Bref, c'était pour dire que le gars, il n'a rien foutu, quoi. Parce que Tia-Salé, c'est petit comme tu peux même pas imaginer. Maintenant, ce qui me dérange, pour le fameux journaliste d'investigation qui nous vante être tout le temps, quand tu tombes sur 841 millions de dettes laissées par le RHDP que tu combats à quoi et à cri, franchement, et qu'il y a que toi, les deux de tes collaborateurs qui le savent, ça craint un peu, quoi. Au point d'avoir dilué ça jusqu'à faire remonter ça, jusqu'à passer le milliard aujourd'hui. Excuse-moi, j'ai rien contre le monsieur, mais j'en doute un peu, quoi. Donc si peut-être, toi qui es en admiration, si tu peux vraiment nous éclairer là-dessus. Ok, tu vois, j'ai dit que la vision, et comme je dis, Tiemoko Assalé se pose comme quelqu'un qui est dans la transparence, tu vois. Il est dans la transparence.
Et c'est ce que les gens demandent aujourd'hui. Quand ils montent à la télé, quand ils montent sur les panels, même, je veux dire, ils se cachent pas. Ils disent très clairement, voici ce que j'ai fait. Voici ce dont j'ai hérité. Celui qui est à une contradiction, à lui opposer dans tout ce qu'il dit, peut sortir aussi publiquement et venir le dénoncer. Vous voyez, quand il dit, tous les députés étaient au courant qu'en décembre, il y aurait des élections législatives, il le dit devant toute la nation. Non, mais pour une dette de 842 millions, c'est pas pareil. Hein. Il n'y a pas besoin que moi, Paris, je vienne contredire, puisque je ne sais pas, c'est lui qui dit. Oui, Paris, il a dit hier à la télé. OK? Il a dit, oui. Gérer Tia Salé. Et tout ça là, tout ce que je t'ai dit, c'est quelque chose de public. Il a publié, il a dit devant le monde entier. Il a dit devant la nation. Maintenant, ceux qui ne sont pas d'accord vont venir le contredire pour dire, ce que tu dis là, c'est pas vrai. Voici. Mais moi, je suis Thémo Kouassalé depuis très longtemps, depuis sur les réseaux sociaux. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai vu personne venir dire, non, ce n'est pas vrai. Donc, moi, comment on dit, sauf qu'il nous a pas habitués à ça, c'est ce que je dis. Moi, je te parle du fonctionnement. Je termine, Paris. Comme Serge a l'habitude de dire que, je vais paraphraser, hein, quand quelqu'un a l'habitude d'avoir peut-être la même attitude par rapport à des événements similaires, on peut dire que peut-être que c'est son état. Moi, je vois quelqu'un qui a géré une mairie, aussi petite soit-il, je me dis, il a géré avec efficacité. Et il vient me faire une promesse. Il dit, si je suis porté à la tête de l'État, voilà comment je vais gérer. Et voici le modèle que j'ai déjà fait en miniature. C'est comme tout architecte, hein. Il fait le plan d'abord. Il dit, voici le plan de ma maison que je vais construire et je vais le faire en réel. S'il réussit à le faire une fois, on va le référer à d'autres personnes. Tu vois, c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, je me base sur du concret. Moi, c'est pas on dit, il paraît que ceci. Le monsieur, il parle très clairement et de manière transparente. Et moi, j'adore la transparence. Et il met l'efficacité devant. Et j'adore l'efficacité. Et il met après, l'ancien maire décédé, comment on fait pour vérifier tout ça? Mais les livres sont là, non? D'accord, ok. La mairie, c'est... J'espère qu'il ne va pas se jeter cette fois-ci. C'est une personnalité juridique aussi. La mairie, les livres sont là, tout est là. Voilà. Non, moi je pense que pardon. Non, c'est chaud. Non, c'est-à-dire ils font un amalgame. Le fait de devoir ne veut pas dire que la gestion a été mal faite. Voilà. Vous savez très bien que il y a eu la crise dans notre pays. Donc l'économie, donc en situation de crise, le pouvoir d'achat des populations, les travaux, et comme Serge Assé l'a dit, mais c'est très clairement, quand on construit des routes, donc d'Antia Salé pour aller vers Gagnoa, mais ça redynamise les activités. Moi, j'étais à Gagnoa dans les années 2011, mais toute cette voie était dégradée. Voilà. D'abord, le fait que les entreprises viennent dans cette localité en train de travailler, ça augmente l'économie et naturellement, l'argent circule. Donc, vous pouvez faire beaucoup plus de recettes qu'avant. Donc, une mairie qui doit, ça ne veut pas dire qu'elle a mal géré. Voilà, ça ne veut absolument rien dire. Et moi, j'aurais voulu qu'on nous dise quelle est la méthode de transparence qu'il a mise donc, dans le système de gestion. Il a créé quoi en termes de gestion? Quel est le modèle de gestion qu'il a mis en place? C'est ce que je vais voir. Mais dis non, comme avant on devait, j'ai réduit la dette, mais peut-être que tu as eu beaucoup plus de financement. Peut-être que l'État a donné beaucoup plus de moyens qu'avant, parce qu'on a un peu plus d'argent. Donc tout ça, il faut qu'il explique où est-ce qu'il a tiré les ressources pour faire monter son budget. Il a dit combien? 1 milliard ou je ne sais pas quoi. Donc il faut qu'il explique. Sinon tu vas dire comme mon budget est monté, mais tous les budgets ont monté dans les mairies. Hein. Voilà. Avec l'économie qui monte, naturellement, les recettes vont monter. Et puis l'État, les subventions d'État, est-ce que c'est la même subvention de l'État avant qu'aujourd'hui au niveau de la mairie de Tia Salé? Donc tous ces éléments-là, il ne vous a pas expliqué. Voilà, donc, moi je dis les populistes, ils ont un langage. Ils prennent un élément, donc il paraît très beau, et puis le projet devant vous, il ne vous dit pas comment il a obtenu l'élément, mais comme c'est beau, on regarde c'est beau, et puis on fait tout un discours autour. Donc voilà pourquoi je dis, je ne mets pas en cause la gestion au niveau de la mairie. Voilà. Voilà. C'est ça. Bon, voilà, donc, voilà. Ça dit qu'avant les gens partaient à Gagnoa, par exemple, les gens passaient souvent par Yamoussoukro. Parce que la voie là était gâtée. Voilà. Donc il y a tout ça. Mais aujourd'hui, en étant record, les gens passent. Donc il y a l'activité qui reprend. Les gens commencent à venir à s'installer au bord des routes pour vendre parce qu'il y a beaucoup plus de véhicules qui passent. Donc tout ça, on peut prendre en compte. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'a pas bien géré. Moi, c'est pas ce que j'ai dit. Mais limiter le fait qu'il a réduit la dette et qu'il a augmenté le budget, ça veut dire que ceux qui sont passés ont manqué de transparence et ça n'a rien à voir. Voilà.
Mais non, excusez-moi. Bon, c'est vrai que. Attends, excuse-moi, attends. C'est vrai que le frère Kazan n'est pas là actuellement sur le panel, c'est vrai. Mais moi, je pense que dans ce pays aussi, il y a des gens qui ont dit que dans l'opposition, là, je n'ai volé rien comme étant enseignant-chercheur, donc je suis propre. Donc, venir au pouvoir, je serai propre. Des gens ont dit ici qu'ils ont déjà dirigé Crédit Suisse, une banque. Que donc, ça peut faire ils vont mieux gérer la Côte d'Ivoire. Je peux dire, on dit pareil aussi avec le président Ouattara aussi. Voilà. Je pense que sur ce point-là, ça peut être aussi un point. Hein? Sinon, une rampe de lancement pour une carrière. Ismo, n'est-ce pas? Exactement, parce que... Donc, Atia Saleh, il allait faire des librairies, quoi. Non, parce que moi, je pense que l'affaire est simple. Quand Kogora dit qu'il dit pas comment il a fait et tout, moi, je pense qu'on peut reprocher tout à M. Tchemoko Assalé, sauf cette transparence-là. Quand vous l'écoutez, il rentre même dans des détails qui vous surprennent. Et hier, à l'émission, quand on lui a dit, quand la campagne va commencer et tout, ça se peut qu'on fasse des émissions aussi. C'est possible. Il va venir, il va expliquer comment il a fait pour arriver à 1 milliard. Il va vous expliquer comment, quand il a trouvé les 834 milliards, là, dans les détails, il va expliquer c'était quoi, c'était dû à quoi. Et moi, je pense qu'il n'a aucun problème avec cette transparence-là. Et il l'a démontré. Et c'est ce qui fait sa force aussi. Et sur d'autres aspects, il est critiquable. Il y a plein de choses qui peuvent être questionnables. Mais quand on regarde ce qu'il dit et ce qu'il présente, moi, je n'ai jamais vu quelqu'un. Il existe, Tchemoko Assalé existe depuis belle lurette. Et le même discours, il le tient de manière cohérente. C'est vrai que quand tu te présentes comme candidat à l'élection présidentielle, moi, je reste tout à fait d'accord qu'il n'a pas absolument toute la maîtrise de l'ampleur de la gestion d'un État. Ça, c'est très clair et j'en suis très conscient. Tu vois, c'est moi-même qui dénonce cela souvent. Parce que l'opposition, quand ils viennent, ils font des promesses et tout, mais dans la gestion, dans tout ce qui est comme législation, dans tout ce qui est comme convention internationale et tout ça, c'est des choses qu'ils ne maîtrisent pas forcément tout ça. Donc, ils vont rentrer dans ce qu'on appelle dans le semi-populisme pour aller chercher les militants, pour aller chercher du vote, pour être élu. Efficacité, même si il arrive que vous changez de vision ou que vous réorientez votre politique par rapport à certaines réalités. Ce qui est important, c'est la culture de l'efficacité et de la transparence. Voilà. Et c'est ce qu'il il cultive, c'est ce qu'il vend surtout de lui-même. Merci beaucoup. Attends. Je pense comment on fait. Je vais parler d'autres personnes et puis après on va revenir à Sajassi, Kokora et puis parler parce qu'ils sont trop chauds. Ils sont trop chauds. Je vais dire une chose d'abord. Fasco, tu es là? Oui, Khalil. Tu peux parler? Ouais, vite fait, non? Vas-y, mon frère. Voilà. Vas-y, fais. Quand c'est trop technique, là, puis il y a les cocoras qui sont là. Nous, on se met à côté. Voilà, parce que nous sommes les soldats. Voilà, nous, c'est la grande muette. Voilà, c'est la grande muette. Bon, Assalé. Bon, moi, il y a longtemps, je disais que Assalé, c'est le babo du 21e siècle. Voilà, c'est le Koudou du 21e siècle. En fait, Assalé, il surfe un peu sur ce que j'appelle la frustration des populations. Chaque fois, il est sur les panels, il est sur Facebook, il écoute les Ivoiriens. Les Ivoiriens qui sont frustrés, il les écoute un peu. Et puis maintenant, c'est sur ça maintenant, il va accentuer sa communication. Vous comprenez? Parce qu'il est dans ce qu'on appelle racolage politique. Il racole partout, c'est-à-dire qu'il écoute GPS, eux là, ils se plaignent pourquoi? Ils sont fâchés parce qu'Ado a mis en place une loi qui interdit les véhicules de moins de 5 ans de rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, ça gâte les mangements. Donc, eux là, ils sont frustrés par rapport à ça. Assalé, il va les écouter, il dit ok. Il va écouter les Gors. Les Gors là, ils disent qu'eux sont socialistes, mais c'est faux. Assalé a compris que les Gors là, c'est des xénophobes. Assalé a compris que les Gors là, ils ont un problème avec tout ce qu'on appelle étrangers ou bien les enfants issus de l'immigration en Côte d'Ivoire. Donc Assalé là, il récupère ça aussi pour faire sa communication. Donc Assalé, il cherche à appeler à tous ces frustrés là. Voilà où Assalé maintenant, il se positionne. Et comme il a constaté que Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, Soro Guillaume n'est pas sur la liste électorale,
Tidjane Thiam aussi n'est pas sur la liste électorale. Et qu'est-ce que lui va faire? Il va regarder les électeurs là. Ce que j'ai envie d'entendre là, lui va dire ça. Et puis, le 25 octobre 2025, si sa candidature est validée, il va compter sur eux pour faire quelque chose. Même s'il ne gagne pas, mais il va envoyer un message fort. Et puis maintenant, se positionner maintenant pour 2030 réellement. C'est dans ça il est. Donc quand on parle d'idéologie là, mais Assalé là, il n'a pas d'idéologie. Il a idéologie, hein? Il a idéologie. Mais il ne veut pas dire, parce que s'il dit son idéologie, les gens vont se détacher un peu de son mouvement. Donc, il essaie d'enfariner tout le monde. C'est un boulanger en miniature. C'est un boulanger c'est l'héritier du boulanger Babo. Donc, voilà un peu, voilà pourquoi j'ai dit, c'est le coup du 21e siècle. Donc, il faut faire attention à son discours. Faut faire, même quand il enlève tous ceux qui sont en bas là, la plupart d'eux, c'est les Gors ou bien les Souris. Quand il est invité quelque part, ceux qui viennent en commentaire, ce sont les mêmes. Donc, comme il regarde après le commentaire, il dit OK. Donc, il va en crescendo, il amplifie le discours maintenant. Aujourd'hui, je l'ai écouté chez Ali Djarasouba. Vous comprenez? Ce qu'il a dit hier chez Daouda. Mais il a fait pire chez Ali Djarasouba ce soir. Donc, M. Assalé, il fait la politique. C'est du populisme pur et simple, dur, qu'il est en train de faire. Mais bon, comme en Afrique, les gens ont faim, et puis, les discours comme ça déjà, on l'a vu déjà au Sénégal, avec Ousmane Sonko et son mouvement, le PASTEF. Mais sauf que quand tu arrives au pouvoir, là, c'est autre réalité, c'est les vraies réalités qui sont là maintenant. C'est que tu as dit dans l'opposition, là, pour marmailler le peuple, là. Mais ce programme-là, tu n'es pas mis ça en application, c'est pas possible. Aujourd'hui, là, Ousmane Sonko, il est en difficulté, lui, son gouvernement. Parce que ce qu'il a dit, ce qu'il disait au Sénégalais quand il était dans l'opposition, là, Macky Sall n'est plus là. C'est chaud sur lui. Donc, Ivoirien, allons doucement. Voilà, soyons réalistes. Il y a des choses qu'il a fait à Tia Salé, parce que lui-même s'appelle Assalé. Donc, voilà pourquoi sa ville et puis lui-même là vont ensemble. Mais est-ce que son Assalé là, ça peut aller à la Côte d'Ivoire? Je ne pense pas. Voilà, localement, c'est vrai. Il a mis, on va dire, 2-3 lapandais, 2-3 feux tricolores, tu vois un peu. Donc, il communique sur ça. Voilà, il a épongé la dette, tu vois un peu. Aujourd'hui, là, il y a beaucoup d'argent dans la caisse de la mairie de Tia Salé. C'est bien. Mais, à Salé, là, ce qu'il est en train de dire, là, dans sa communication, là, c'est pas réalisable. C'est pas réalisable. Voilà. En tout cas, les gosses sont avec lui. Les souris, on va dire, tous ceux qui sont frustrés sont avec lui. Merci beaucoup. Je sais pas, normalement, je peux passer la parole à la seule dame parmi nous, c'est vrai. Dommage, elle monte toujours tardivement, c'est vrai, bon, elle demande toujours en bas, mais il n'y a pas de place pour la faire monter. Mais avant ça, je savais, est-ce que mon frère Serge veut faire une petite motion? Parce que je pense qu'il a tout à l'heure piqué, hein. Oh non, pas du tout. Pas du tout. Bon, en fait, moi, je veux me concentrer sur le cas d'Assalé qui parle beaucoup de sa mairie comme exemple. Je vais donner... Ismo, je vais donner un exemple pour illustrer mon propos. Hein. Et je vais donner un exemple. Oui. S'il te plaît, ce que tu proposes là, laisse d'abord passer rapidement. D'accord, d'accord, ok. Mais, Khalid, moi j'ai mis une motion en bas là, tu n'as pas regardé. Ah, j'ai pas vu, désolé. Bon, ok, rapidement, vas-y. Il y a le sage et puis il y a une motion qui est là, non? Voilà, d'accord, ça marche. Bon, moi, en fait, vraiment, j'aurais voulu que nos amis nous disent, en termes de salles de classe au primaire, de lycée et collège, voilà ce que M. Assalé a construit dans ce budget qui a grimpé.
Ça, on sait que tu as investi dans la population. Mais depuis, les gens parlent, ils n'ont pas encore cité de projet, je veux dire, à impact social qu'il a réalisé à Tia-Salé. Je veux bien savoir, est-ce qu'il a construit des centres de santé à Tia-Salé? Est-ce que, puisque lui-même il dit que l'État a dévolu donc la politique scolaire de l'éducation aux collectivités. Heureusement, tu as eu un peu de ressources. Mais il a construit combien de lycées ou de collèges ou de salles de classe au primaire? Voilà comment on fait un bilan. Mais tu dis non, je n'ai pas endetté la mairie, j'ai réduit la dette, donc j'ai bien géré. Vraiment, il ne faudrait pas que la dette constitue quelque chose de négatif. En fait, c'est l'exemple même que je voulais... C'est effectivement la même chose que je voulais dire, mais on prenait un exemple précis que je pense que les gens allaient comprendre. Mais bon. Vas-y. Vas-y, Serge. Bon, après, pourquoi... Donc, en fait, c'est un débat qui est intéressant. Hein. C'est un débat, je crois que Paris l'a dit. C'est pas parce que Bakongo a bien géré la mairie de Koumassi qu'il peut être président de la République tout ici et maintenant. Je ne lui délie aucune qualité, mais ce n'est pas une condition sine qua non. C'est vrai, on reconnaît, tu as bien géré la mairie, mais un pays, c'est à une autre échelle. Et surtout, d'un point de vue de la... Moi, quel est le modèle de gestion que Assalé a implémenté à Tia-Salé? On dit, voilà le modèle qu'il a implémenté et qu'il veut donc transposer au plan national. On ne nous dit rien. On dit seulement, il a augmenté le budget, il a réduit donc la dette. C'est bien. Mais quel est le modèle qu'il a mis? Est-ce qu'il a créé de nouvelles... ou bien il a attiré des entreprises? Est-ce qu'il a fait donc des jumelages? Quelle est la politique d'attractivité qu'il a mise en place à l'effet de ce qu'on ait des entreprises à Tia-Salé, donc qui ont créé de l'emploi, donc qu'il a créé des espaces verts pour les jeunes et autres pour vraiment améliorer leurs conditions de vie? Parce qu'on peut aussi, on a vu des gens qui ont vu leur logement cassé par Tia-Salé et qui se sont plaints et tout ça. Donc, moi, je veux vraiment qu'on nous dise, voilà les projets qu'il a réalisés à Tia-Salé pour les populations. Sinon, jusque-là, moi, je ne sais pas ce qu'il a réalisé concrètement. Comme c'est vrai, il a mis des lampadaires, mais ça fait quand même 2 mandats qu'il est en train de faire. Donc, mettre des lampadaires parce que... voilà. C'est même pas sous forme. Voilà, c'est même pas sous forme. On dit la mise des panneaux solaires et autres. Bon, ça, c'est bon. Mais est-ce que ça, le développement en 2 mandats se limite à des lampadaires? Maintenant, si vous avez des éléments à mettre sur la table, vous mettez sur la table, puis on va essayer d'évaluer. Comme vous voulez limiter sa politique au niveau de la mairie pour justifier donc sa capacité à diriger un pays, on va rester au niveau de la mairie. Ok. Ça, vas-y. D'accord. Donc, bon, vraiment, moi, j'aimerais prendre un exemple sur ma propre ville pour voir que les histoires de mairie, là, il faut vraiment faire attention. Alors, pour ceux qui connaissent Adzopé en venant d'Abidjan, il y a 2 voies. Il y a la voie de gauche qui rentre à Azopé dans le centre-ville. Et puis, il y a la voie de droite qui contourne la ville. Mais ces 2 voies-là, elles se retrouvent sur une voie qui va vers à couper, voilà, qu'on appelle le corridor nord. Donc, l'entrée est au corridor sud qui se divise en 2 voies. Et ces 2 voies-là se retrouvent encore au corridor nord. Pourquoi je parle de ça? Parce que le gouvernement ivoirien a réalisé 2 projets structurants au niveau de ce corridor nord-là, c'est-à-dire la voie qui contourne la ville d'Azopé, là. À la faveur de la crise, cette voie-là était totalement abîmée. Donc, toutes les voitures, tous les cars qui partaient sur la voie de l'Est, à Coupé, à Bengourou et autres, étaient obligés de rentrer dans la ville d'Azopé et puis sortir par le corridor nord parce que c'était la seule voie qui était praticable. L'autre était complètement détruite. Donc, tout le monde l'évitait. Donc, après la crise, le gouvernement ivoirien mène 2 projets structurants là-bas. Je vais même dire 3. La première chose, le gouvernement ivoirien réhabilite cette voie-là et l'élargit. Vous comprenez, la voie qui contourne la ville. Et sur cette voie-là, le gouvernement ivoirien construit le nouveau CHR. Et puis, juste à côté du CHR, le carrefour qui suit, juste à côté du CHR, le gouvernement ivoirien trace une voie qui n'existait pas avant, qui part de là et qui sort vers Azaguié. Une voie d'environ 55-60 km en gros. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, c'est les 3 projets structurants. L'ancienne voie qui était détruite là,
on la reconstruit, on l'élargit, et puis on crée le CHR d'Azopé, et on fait la voie qui va 60 km, qui va jusqu'à Azaguié. Alors, quels sont les effets qu'on a? Dès qu'on construit le CHR, immédiatement, tous ceux qui avaient leur champ dans les environs là, ils morcellent ça, et puis ils en font pratiquement une zone urbaine, et les gens viennent construire leur maison à côté. Pourquoi? Parce que à cause du CHR, l'eau et l'électricité sont venues dans la zone. Donc aujourd'hui, la zone qui n'était pas habitée, c'était une zone de forêt pratiquement. Aujourd'hui, vous avez des hôtels là-bas. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un envoie son parent à l'hôpital, il est obligé de le loger au cas où il n'y a pas de lit disponible. Il est obligé de le loger à côté pour tout ce qui est soins ambulatoires, tout ça. Donc dans la zone là, à cause de ce projet structurant là, toute la zone aujourd'hui, vous avez des duplex, vous avez des immeubles. Bref, il y a une vie qui a repris là-bas. Vous avez même des restaurants qui se sont greffés autour de ça, autour de ces 3 projets structurants là. Donc, un endroit qui était excentré par rapport à Azopéville, cet endroit-là aujourd'hui est quasi animé. Mais quel effet induit cela a? La mairie est tranquillement venue mettre des taxes sur les restaurants qui sont là, sur les petites activités qui sont là. La mairie prend des tickets sur tout ça, sur les hôtels que les gens ont construits, les particuliers ont construits. Pour dire quoi? Pour dire qu'à partir de 3 projets structurants de l'État, l'élargissement de l'ancienne route, le CHR, et puis la nouvelle voie qui va jusqu'à, je dis Azaguié, vous comprenez? Yakassé, jusqu'à cette voie-là, tous ces 3 projets structurants-là ont permis à la mairie de pratiquement avoir le tiers de ces anciens moyens sur cette seule voie-là. Bon, dites-moi, si le maire d'Azopé vient dire que, oui, lui, il a trouvé, je dis n'importe quoi, 1 milliard et qu'il a eu un tiers de plus de recettes, sérieusement, vous allez trouver que c'est honnête de le dire? Sérieusement? Non. Je vais faire attention quand il va le dire. Bon. Je vais demander, mais ces moyens-là lui viennent d'où? Faut jeter rapidement, je pense. Voilà. Or, ces moyens-là, ces nouveaux moyens lui viennent de ce que l'État a initié 3 projets très structurants dans la zone. Voilà. Mais le maire va venir dire que bon, c'est lui, et puis bon, voilà. On lui concède ça. Mais, je veux dire, si à partir de ça, il vient dire que comme, à Azopé, il a trouvé 1 milliard, et maintenant il a porté les recettes à 1,3 milliard. Bon, je veux dire, en brut, hein, l'information prise telle quelle, c'est bien joli à entendre, et que donc à partir de là, lui il peut désormais gérer la Côte d'Ivoire parce qu'il a trouvé 300 millions supplémentaires de recettes communales. Bon, c'est bien joli à entendre. Donc à partir de ça, désormais, lui, il a la technicité pour faire rentrer de l'argent au niveau de la Côte d'Ivoire. Imaginez que le maire d'Azopé dise ça. Bon, c'est bien joli à entendre, mais quand on va prendre de manière analytique, on va se rendre compte qu'en réalité, les 300 millions supplémentaires sur les recettes de la mairie là viennent en réalité de ce que l'État a fait 3 projets structurants dans la zone qui a permis d'attirer un surcroît d'activité et de population. Voilà, et c'est exactement la même chose qui s'est passé au niveau de Tia Salé. Maintenant, il est vrai que le maire en question il a mis le génie nécessaire pour faire sa gestion municipale à partir de ces projets structurants de l'État là. Voilà, ça aussi faut pas l'omettre, faut pas s'attirer tout le bénéfice à soi seul quoi, voilà. Ouais, mais DVP là c'est compliqué, hein. Ça j'ai plus Coco là c'est compliqué. Karim, tu vois si il recrute c'est assez au RAD+, ça sera chaud pour le gars, hein. On va détruire tout le
Non, mais ça n'a rien à voir. Comment on parle simplement de gestion municipale? Ça, c'est pas... Je dis non, je vais chercher à te recruter. Hein? Non. Je vais mettre les moyens. Voilà, non, mais Kokora, toi, tu connais cette zone-là, non? La zone de choses là, de la, comment on appelle ça? Du CHR, là. Oui, mais ça, c'est ma route pour aller au village. Voilà, ça, c'est ta route. Tu vois que, tu vois que la zone là, avant, c'était la forêt. Mais maintenant, tu as une ville entière. Dans la ville entière, avant, on passait à l'intérieur d'Azopé. C'est ça. Pendant la crise. Voilà, pendant la crise. Donc, tu vois. Non, mais il y a un... Non, les gars, je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a un bémol, en fait. C'est vrai, c'est vrai. Je rêve, ou bien c'est quoi? Non, attends. Je vais garder l'amitié bientôt. Il faut te calmer. Je ne suis pas pressé. Je vais dire une chose qui est vraie. C'est que ça tu vois, nous, on fait la politique. Hein. Donc, la politique, là, les gens, il y a des moments pour être d'accord sur des sujets. Tu vois. Voilà. Et puis après, vous êtes en désaccord sur d'autres. Donc, voilà, c'est quelque chose de tellement évident. Voilà, c'est ce qu'on appelle les effets induits du développement public. S'il n'y avait pas d'usine dans ton village, à Azopé par exemple, si vous allez construire une usine d'extraction de pétrole par exemple, mais ça va créer tout un commerce autour. La consommation, ça va booster la consommation. Donc ça va augmenter les recettes des structures de la ville telles que la mairie. Tu vois, c'est vrai que tu peux utiliser ça, mais ce n'est pas toi qui a créé cette source de financement. C'est parce qu'il y a eu un développement, il y a eu une... voilà, le barrage par exemple de Gripopolis, ça y est dans la région, là, je crois. Voilà. Et donc, tous les travailleurs qui vont venir vont manger là. Les gens le barrage de Tabo. Voilà, le barrage de Tabo, tout ça. Il a été rénové entièrement. Il a été rénové. Donc, c'est avec de nouvelles routes. Voilà, avec une main d'œuvre. Et donc, tout, il y a l'essence, les carburants aussi, il y a des stations d'essence dans la ville, mais ça va augmenter la consommation, ils vont payer beaucoup plus de recettes. Et donc, tout ça, ça fait tourner l'économie. Voilà. Mais les gens, bon. Une question rapidement, hein. Franchement, honnêtement. Vous savez depuis Kokora. Vous avez bien développé, c'est bien. Mais dites-moi, honnêtement, quelle preuve est-ce que vous avez pour dire que, de manière scientifique, que cette évolution du budget de Tia Saleh a été induite par le gouvernement et pas par Saleh Timboko? Quelle preuve scientifique en fait, il a sa part, comme ça l'a dit, il peut utiliser son intelligence dans ce nouvel écosystème qui a été créé pour engranger des ressources importantes. Mais je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un aussi a une preuve qui a Saleh à créer l'attractivité en termes d'investissement? Parce que c'est lorsqu'il y a des investissements dus au travail de la mairie, soit à sa politique de recherche, de marché et autres, que les recettes ont augmenté. Mais quelle est sa vraie politique qu'il a mise en place pour augmenter les recettes? Il n'y a rien. Voilà. Il n'a pas attiré la création d'entreprises. Je crois que même dans la région, ils ont construit une usine de transformation de tomates. Oui. Voilà. Donc tout ça, ça booste l'économie. Mais c'est un privé qui est venu s'installer. Je ne sais pas si c'est à Saleh qui a fait les démarches pour que... moderniser le marché. Voilà. Est-ce qu'il a pu moderniser le marché? Est-ce qu'il a construit un nouveau marché? Bon, alors que c'est... C'est le lieu c'est le lieu par excellence. La mairie engrange ses ressources. Voilà. C'est l'ancien marché qui est là. Donc, en quoi vas-y. Ça dit que, parce que je suis au pouvoir, je suis Gbagbo, je suis Ouattara, je suis au pouvoir. Donc, ce que font les privés en Côte d'Ivoire, là, n'est pas de mon effet. C'est pas moi qui... Non, c'est ce que je dis. Est-ce que... Voilà pourquoi il faut que nos amis nous disent. Est-ce que... Parce que l'État met en place un cadre donc pour l'investissement. Construction des routes, l'énergie, l'eau potable et tout ça, la fiscalité. Ça, tu sais un peu comment ça fonctionne. Les voiries, la fiscalité, tout ça. Est-ce qu'il y a des facilités? Donc, ça crée l'attractivité. Mais au plan local, moi, je pose la question, les supporters d'Assalé, qu'ils viennent nous dire, voilà la politique qu'il a mise en place, qui a permis donc une attractivité, donc création d'entreprises ou d'investissement dans la ville. Mais il n'y en a pas. Les intérêts économiques de la ville, voilà. aussi les ressources qu'on a. Voilà. Tu vas chercher des investisseurs. C'est ça. C'est ça. Est-ce qu'il allait chercher des investisseurs pour venir? Voilà. Il faut qu'on nous dise s'il allait à la recherche d'investissements et puis ils sont venus. Ça, c'est... Non, mais je pense que si. Je pense que si, parce que si sa mairie est la seule, sinon on va dire la première, avoir une notation financière, c'est parce que soit il a déjà fait là où soit déjà il y pense. Ça c'est pas rien, Kokora. Non, mais la notation financière, là, c'est en quoi? C'est en termes de gestion donc, de ces finances qu'il dispose.
Voilà, c'est qu'il a, voilà, il fait une bonne gestion de ses ressources. Ça, on n'a jamais dit qu'il a détourné l'argent ou bien gère mal ses ressources. Mais est-ce que le boom économique qui a permis que les recettes augmentent vient donc de la politique ou bien de l'initiative de M. Assalé? Voilà. Est-ce que les autres mairies ont soumis leur gestion à... Suite à l'écoute des échanges, partage ton opinion dans les commentaires.